impliqué dans un projet de voirie, d'aménagement ou d'ouvrage d'art, vous êtes potentiellement concerné par des procédures réglementaires. Dans de nombreux cas de figure, ces procédures sont incontournables, voire obligatoires. Alors, les ignorer, c'est exposer le projet à de nombreux tracas, des retards, une fragilisation vis-à-vis d'éventuels opposants, voire même dans certains cas des amendes. Alors, il ne faut pas non plus les considérer uniquement comme des contraintes. La réglementation est là pour éviter les abus et s'assurer que le projet prend bien en compte tous les enjeux locaux, nationaux, voire planétaires. Et aussi s'assurer qu'il soit en phase avec les attentes des populations. Alors, avec Séverine, Vanessa et Damien, on va essayer, bon, certes, un peu avec les moyens du bord, de vous donner quelques clés et surtout les questions à se poser pour ne pas rater d'étapes importantes, notamment au début du projet. Alors, on ne sera pas exhaustif ni définitif. Alors, pas exhaustif parce que c'est un domaine qui est extrêmement vaste et on n'en fera pas le tour ici, même en quelques heures. Ni définitif parce que c'est une réglementation qui est en constante évolution. Donc, il faudra absolument s'assurer de l'état réel de la réglementation au bon moment, c'est-à-dire au début de chacun des projets. Comme le sujet est vaste, comme on l'a dit, on va vous proposer 3 épisodes qui aborderont chacun différents thèmes des réglementations. Dans le premier, on abordera la notion d'évaluation environnementale qui sous-tend en fait l'ensemble de la réflexion, la procédure cas par cas et les concertations qui sont à envisager dans le cadre de certains projets. Dans le deuxième épisode, on abordera vraiment dans le détail l'évaluation environnementale et notamment le dossier ou l'élément qui le sous-tend complètement, à savoir l'étude d'impact. Et enfin, on abordera dans un troisième épisode des régimes d'autorisation, de déclaration, comme la déclaration loi sur l'eau dont vous avez tous entendu parler. Très bien, eh bien je vous invite à nous suivre dans ce merveilleux voyage au pays de la réglementation. Donc nous allons donc commencer par la notion d'évaluation environnementale et je me tourne vers Séverine qui pourra nous éclairer sur le sujet. Donc Séverine, ça consiste en quoi exactement l'évaluation environnementale ? Bonjour tout le monde. Alors, l'évaluation environnementale, elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux d'un projet lors de sa conception et du processus décisionnel qui l'accompagne, via un document clé qui est l'étude d'impact. Ça, je pense que vous en avez déjà tous entendu parler au moins une fois. Elle vise ainsi à améliorer la qualité des projets en anticipant leurs conséquences sur l'environnement. Elle facilite également l'information et la participation du public et elle permet d'éclairer la décision publique. Donc c'est une vraie démarche, alors c'est pas simplement un dossier. Non, non, Laurent, l'évaluation environnementale, c'est une démarche qui est continue et qui est itérative. Et elle est réalisée sous la responsabilité du maître d'ouvrage ou du porteur de projet. Il faut savoir que c'est un outil d'aide à la décision. Donc l'étude d'impact, elle doit être amorcée le plus en amont possible dans la vie du projet, afin d'alerter au plus vite sur les enjeux et ainsi de pouvoir mettre en place, si nécessaire, des mesures d'évitement ou de réduction. Donc dans le fond, on a quand même bien le document principal qui est l'étude d'impact. Oui, oui, tout à fait, Laurent. Cette démarche, elle s'accompagne de la production d'un document qui prend, donc, pour les projets, la forme d'une étude d'impact, dont le contenu est précisé à l'article R122.5 du Code de l'environnement. Pour information, l'avis émis par l'autorité environnementale porte sur la qualité de l'étude d'impact et sur la prise en compte de l'environnement par le projet. Ça, c'est vraiment très important. Il s'agit d'un avis simple, mais qui est obligatoire. Et il est transmis à l'autorité qui approuve ou autorise le projet. Il a pour vocation d'être rendu public. Alors, son objectif n'est pas d'autoriser ou non un projet, mais c'est bien d'aider le public et l'autorité administrative à comprendre les enjeux du projet. Et donc du coup en amont, comment on sait si on est soumis à l'évaluation environnementale ? Alors, il existe plusieurs cas de figure. En fonction de la nature et de l'importance du projet, il peut être soumis d'office à évaluation environnementale. Ou alors, il peut faire l'objet d'une procédure dite de cas par cas, soit ne pas y être soumis directement. Nous reviendrons par la suite sur la procédure du cas par cas. Donc du coup, on a quand même des questions à se poser pour savoir si on est soumis ou pas. Comment on peut les caractériser ces questions ?
Oui, tout à fait. On va dire globalement qu'on a trois grosses questions à se poser. La première, est-ce que c'est un projet qui relève de l'article R122.2? On y reviendra après, c'est sous forme d'un tableau où on voit directement si certains projets relèvent de l'évaluation environnementale. Question numéro 2, est-ce que c'est un projet qui relève de l'article L103.2 du Code de l'urbanisme? Ça, c'est plus inhérent en concertation publique, on en parlera après également. Question numéro 3, est-ce que c'est un projet qui est sous maîtrise d'ouvrage public et dont le montant est supérieur à 10 millions d'euros? Mais ces trois questions, Laurent, on va les traiter par la suite. Très bien, très bien. Et donc une fois qu'on s'est posé les questions, en fonction des réponses, sur quoi ça débouche alors? Alors, les réponses apportées à ces questions, elles vont progressivement orienter sur les diverses procédures qui seront exposées ensuite. Donc, la première, elle vous indiquera si le projet est soumis donc, à la procédure dite de cas par cas. Le deuxième, si le projet doit faire l'objet d'une concertation préalable, ce que j'ai laissé entendre tout à l'heure. Et enfin, la troisième, elle fixe les conditions d'un débat public et elle concerne les très gros projets. Bon, donc on s'est posé les questions, on a les réponses, et donc du coup ça ressemble à quoi un vrai dossier d'évaluation? Ouh là là, de la patience il te faut pour maîtriser les procédures, jeune Padawan. D'abord, savoir si tu es soumis, tu devras. Allons-y. Très bien, merci pour ces précisions Séverine. Bien, donc on va donc aborder le premier sujet, ce qui est la procédure cas par cas. Donc je fais appel au premier de nos invités, Damien. Alors Damien, qu'est-ce que l'examen du cas par cas? Alors, la procédure d'examen cas par cas, c'est tout simplement une procédure administrative qui est obligatoire et pour des projets qui présentent une ou plusieurs caractéristiques d'un tableau qui est fixé par le Code de l'environnement, par une réglementation, c'est l'article R122.2 du Code de l'environnement. Et donc quels sont les projets, le type de projet concerné? Alors, si certains projets, bien sûr, sont soumis de manière, on va dire, systématique à évaluation environnementale, par exemple les autoroutes, les voies rapides, etc., d'autres doivent plutôt faire l'objet d'un examen au cas par cas, justement afin de déterminer si le projet sera soumis ou non à étude d'impact. Par exemple, ça va concerner surtout les projets d'installation classés pour la protection de l'environnement, ce qu'on appelle les ICPE, ou alors pour ce qui nous concerne plus, nous, au niveau de la MEL, plutôt les constructions de chaussées de plus de 3 km, ou alors des pistes cyclables de plus de 10 km. Mais également, un examen au cas par cas, ça peut concerner aussi un projet qui impacte par exemple le lit ou les berges d'un cours d'eau sur des longueurs définies. Et donc du coup, qui instruit cette demande? Alors, c'est bien évidemment, l'instructeur de cette demande, c'est bien évidemment le porteur de projet qui doit en faire la demande. Et donc l'avis est rendu par qui alors? Alors, cette décision de cet avis, elle va être prise par ce qu'on appelle l'autorité environnementale. Pour nous, c'est la DREAL. L'autorité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va procéder à cet examen en se fondant donc sur la liste des critères énumérés à l'annexe, que vous avez pu voir sur la diapo précédente. Et dans ce formulaire, donc cas par cas et ses annexes correspondantes, le maître d'ouvrage va préciser notamment toutes les caractéristiques, surtout les principales caractéristiques de son projet. Et ce document, c'est un document CERFA qui porte le numéro 14734. D'accord, tu parles de caractéristiques du projet, mais au début du projet, on ne connaît pas tout. Qu'est-ce qu'on porte comme information? Oui, alors en fait, on va donner surtout les principales caractéristiques du projet. Par exemple, on va donner sa localisation précise, s'il se situe aux abords d'un site protégé, si le projet nécessite des matériaux d'apport, des prélèvements d'eau, si ça va engendrer du bruit, du trafic. Et chose très importante, c'est on va également préciser si ce projet se cumule avec d'autres projets dans le même secteur. Et également, si elles sont connues, les principales mesures ERC qui sont envisagées. Alors, ERC, dans notre jargon, ça veut dire éviter, réduire et compenser. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on monte un dossier cas par cas, il y a intérêt à fournir un dossier le plus exhaustif possible. Parce que si on montre dès le départ qu'on a bien compris les enjeux liés au projet et au site, qu'on a fait réaliser toutes les expertises nécessaires, qu'on a intégré justement en amont toutes ces mesures ERC, et bien dans ce cas, on a beaucoup plus de chances que notre projet ne soit pas soumis à étude d'impact à l'issue de l'instruction cas par cas. Donc c'est très, très important que notre dossier soit le plus exhaustif
possible. Oui, on reviendra plus tard hein, sur les mesures ERC dans la partie d'évaluation environnementale, probablement dans l'épisode numéro 2. Tout à fait. Et donc, une fois qu'on a fait ce dossier, comment on fait parvenir ces éléments à l'Adréal? Alors, comment dire, pour transmettre tous ces éléments à l'Adréal, donc la notice et les annexes, le dépôt il se fait tout simplement sur une plateforme Melanissimo avec un lien Internet ainsi que par voie postale et le tout adressé à Monsieur le Préfet, service de la DREAL. Et combien de temps prend l'examen, la décision? Alors, généralement, avec l'administration, on n'est jamais sur des délais, mais les délais réglementaires sont en fait, en gros, l'administration, pour cet examen cas par cas, va disposer d'un délai d'environ 15 jours pour demander éventuellement des pièces complémentaires. Puis, ensuite, elle va disposer d'un délai de 35 jours calendaires à compter de la réception du dossier complet pour notifier donc la décision de soumettre ou non à évaluation environnementale. Et donc, du coup, on a intérêt à démarrer cette procédure le plus tôt possible. Bien sûr, cette demande, comme tu le dis, elle doit être faite le plus en amont possible et dans tous les cas de figure, bien avant le dépôt du ou des dossiers de demande d'autorisation du projet. Parce que, chose importante, c'est qu'il faut prendre en compte, bien sûr, qu'à l'issue de l'examen cas par cas, il y aura peut-être une étude d'impact à réaliser derrière. Oui, donc l'étude d'impact, on y reviendra pareil dans le deuxième épisode. On verra que ça peut être un document qui peut être très long et très dense à mettre au point. Tout Très à bien. fait. Ben, merci beaucoup Damien pour ces précisions. Après le cas par cas, on a vu que des projets nécessitant la mise en place d'une concertation peuvent être aussi concernés par une évaluation environnementale. Vanessa, peux-tu nous en dire un peu plus sur le sujet? Oui, tout à fait, je vais essayer en tout cas. Alors la concertation, c'est une procédure qui permet de consulter les citoyens, de les informer et surtout d'associer le public au projet. Lorsque ce projet a une incidence sur l'environnement, la concertation doit également permettre d'améliorer la qualité de la décision publique. Pour nos projets routiers, la concertation permet de recueillir auprès des élus, des professionnels, des associations, du monde agricole et de toute personne y ayant intérêt, leurs attentes, leurs besoins, mais aussi leurs remarques. Et en bref, toute personne a droit d'accéder aux informations et surtout de participer à l'élaboration des décisions publiques. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs formes de concertation. Oui, tout à fait, tu as bien entendu. Les projets peuvent être soumis à deux formes de concertation. L'une est prévue en application du Code de l'urbanisme, article 103-2, l'autre en application du Code de l'environnement, article L121-15-1. La différence entre les deux est surtout un renforcement du champ d'application et de son initiative dans le cas de la concertation prévue par le Code de l'environnement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux concertations sont exclusives l'une de l'autre. C'est-à-dire que la concertation relevant du Code de l'environnement ne peut être imposée si le projet est d'ores et déjà soumis à une concertation relevant du Code de l'urbanisme. Oh là là, c'est pas bien clair tout ça. Du coup, quels sont les projets soumis à concertation au titre du Code de l'urbanisme? Alors, le Code de l'urbanisme, il y a un article qui le précise, c'est l'article L103-2, qui précise qu'une concertation est obligatoire pour l'élaboration ou la révision d'un SCOT, d'un PLU, la création d'une ZAC, les projets de renouvellement urbain ou les projets et opérations d'aménagement ou de construction qui ont pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux qui touchent l'environnement. Ok, et donc du coup, les projets relevant du Code de l'environnement? Alors là, c'est l'article L121-15-1 qui précise que ce sont des projets d'envergure ou susceptibles de présenter un impact important sur l'environnement. Cela concerne plus précisément les projets soumis à évaluation environnementale, mais ne sont pas concernés les projets qui sont soumis au débat public. Là encore, c'est une autre procédure qui va s'appliquer pour les projets dont le coût d'investissement est supérieur à 150 millions d'euros.
On n'en parlera pas ici puisque la MEL y est très rarement soumise. C'est par exemple, pour vous donner un exemple, la création des projets de création de lignes ferroviaires. Ok, très bien. Et donc, à qui incombe l'initiative de ces procédures? Qui les lance? L'initiative appartient aux porteurs de projets. Mais pour faire simple, on note une différence pour les concertations engagées au titre de l'environnement, puisqu'elles peuvent être engagées à l'initiative du maître d'ouvrage, du porteur de projet, ou par un tiers, dans le cadre du droit d'initiative qui a été créé dans le Code de l'environnement. Et en pratique, comment ça s'organise? Le Code de l'urbanisme n'impose pas de modalités particulières d'organisation, mais précise juste qu'elle doit permettre, pendant une durée suffisante et selon les moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis. Il s'agit notamment d'informations dans la presse, Internet, réunions publiques, panneaux d'affichage et de présentation, ainsi que la tenue de registres papier et informatiques. En revanche, les modalités de concertation doivent être toujours délibérées. À l'inverse de la concertation relevant du Code de l'urbanisme, celle relevant du Code de l'environnement, elle est particulièrement encadrée, notamment en ce qui concerne sa publicité, sa durée et son contenu. Mais vous en saurez plus si vous allez voir l'article R121-20. Et donc du coup, quand est-ce qu'on doit la réaliser, cette concertation? La concertation, de toute façon, doit être mise en place au plus tôt, par exemple au stade des études préalables, afin de recueillir les avis et remarques pouvant être utiles à la prise de décision. Mais le projet évolue, donc la concertation, c'est une démarche continue alors? Tout à fait, il est important d'ailleurs de faire évoluer la concertation comme le projet évolue. Très bien. Et donc, à quoi va servir cette concertation? Comment on s'en sert? Tout d'abord, comme on a pu le dire, la concertation sert à informer le public et surtout à le faire participer de tout nouveau projet sur le territoire. Mais la concertation, ça reste un point important, voire essentiel pour la définition d'un projet. En effet, elle peut servir de base à la validation d'un scénario d'aménagement. Elle permet d'affiner et d'arrêter le programme de l'opération en prenant en compte les différentes remarques issues de la concertation. Les conclusions de la concertation, donc, peuvent faire évoluer et modifier le projet. Et si la concertation, elle peut devenir l'élément permettant de poursuivre ou pas les études. Donc, elle est très importante. Et il est important, du coup, d'organiser la concertation le plus en amont possible. Et donc, tout au long du projet, ça permet de limiter le risque contentieux. Donc pratiquement, la concertation, c'est surtout une réunion publique, non? Oui, c'est une réunion publique, mais pas seulement. Et il ne faut pas qu'elle se résume qu'à une réunion publique. Il est important de mettre en place des ateliers, des workshops. Alors, qu'est-ce que c'est un workshop? C'est des réunions participatives, des ateliers participatifs dont l'objectif est bien de coproduire le projet avec les riverains, les associations, les techniciens, etc., etc. Mais avant de lancer toute concertation, la première chose à faire, c'est de délibérer. Et puis la concertation, il faut gérer la logistique, la salle ou les salles. Tout cela dépend du nombre de communes dont dépend notre projet, la publicité de la réunion, la présence d'un VP. D'ailleurs, le VP, de vous à moi, c'est la première personne à convaincre. Et là-dessus, alors, lors de la concertation, comment le public peut-il s'exprimer? Le public, il peut s'exprimer, comme on l'a vu, lors de la réunion publique, lors des ateliers, mais également sur des registres papier et électroniques mis à disposition pendant une certaine durée qui est souvent de 3 semaines. Bien, donc la concertation s'est tenue, on a eu les réunions publiques, les registres, le public a mis ses remarques. Quelle est la suite? La suite, c'est que les remarques du public, on les récupère, on les analyse et on les regroupe par thématiques, comme la sécurité, la qualité de vie. L'ensemble est synthétisé dans un document qu'on appelle le bilan de la concertation, qui lui-même est délibéré. Bon, donc, ok pour le déroulement, mais alors on est parti de l'évaluation environnementale,
Et là maintenant on parle de concertation. Quel est le rapport entre les deux, de comment on passe de l'un à l'autre? Alors, on a vu que la démarche de la concertation peut être volontaire. Mais dans le cas où elle est obligatoire, l'évaluation environnementale est automatiquement rendue obligatoire elle aussi. Et le bilan de la concertation doit être annexé à l'étude d'impact. Il faut donc mieux l'avoir faite le plus en amont possible. Ok, très bien, eh ben merci, c'est beaucoup plus clair. Merci Vanessa pour ces précisions. Merci.